Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'épisode numéro 6 du webinaire du futur des opérations. Et cet épisode sera dédié à l'intelligence artificielle utilisée pour automatiser les soft process, l'IA générative en l'occurrence. Autour de la table, nous serons trois. Je m'appelle Fabrice Corbière, je suis un partenaire chez Argon & Co. Quentin Thuillier, principal chez Argon & Co, spécialisé notamment dans la performance et la transformation des fonctions support, notamment finance, RH, IT et services clients, et notamment sur les sujets d'amélioration des processus, en ayant également une certification sur la technologie RPA. Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Guilhem Delorme, je suis associé de partenaire au sein du cabinet Argon & Co. Et je dirige aussi l'entité Iris by Argon & Co, qui est l'entité spécialisée dans la data et l'IA au sein du cabinet. Donc on est une équipe d'une trentaine de personnes basées en France actuellement, des profils hybrides, data scientist, data analyst, qui mixent des compétences techniques avec l'expertise du domaine des opérations. Et c'est l'ADN commun qu'on partage avec Argon & Co. Et donc on accompagne nos clients sur toutes les phases de l'idéation jusqu'à l'implémentation de solutions data et IA, en passant par le design, la conception, le développement et bien sûr le déploiement et l'accompagnement au changement des équipes. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous parler de comment l'IA générative va pouvoir aider précisément à optimiser une partie des processus de l'entreprise. Alors donc à l'agenda, on va déjà poser quelques définitions sur comment est-ce qu'on peut automatiser, améliorer un processus avec les outils actuels. Ensuite, on se focalisera sur le soft process, donc on commencera par le définir, et ensuite à expliquer comment on l'automatise avec effectivement l'IA générative. Et sans trop faire de théorie, on ira directement sur une étude de cas, un exemple réel. Et ensuite, on parlera plus de la démarche d'implémentation, quels sont les choix à faire, quels sont les types d'outils à utiliser. Et puis, il y aura à la fin une session de questions-réponses qui durera à peu près 15 minutes. Qui sera interactive. Et je salue au passage les auditeurs du replay de cet épisode. Pour le coup, cette session sera inactive pour ceux qui ont la référence. Voilà. Alors, Quentin, est-ce que tu peux nous donner quelques définitions sur les outils et les technologies au service de l'automatisation ou de l'amélioration des process? Tout à fait. Alors, effectivement, c'est important de bien savoir de quoi on parle sur les outils parce qu'on peut avoir différents panel d'outils qui nous arrivent en tête, on ne sait pas forcément quel outil sert à quoi. Donc on va poser les définitions. Pour simplifier la vision, on a deux grandes catégories d'outils. On a les outils qui servent au diagnostic du processus et les outils qui servent ensuite à optimiser le processus. Parmi les outils de diagnostic du processus, on va dire qu'il y en a un certain nombre, mais le plus connu, le plus commun, c'est celui qui s'appelle le process mining. Le process mining, il sert à en fait identifier comment le processus est fait réellement dans la vraie vie, en regardant toutes les traces laissées par l'utilisateur quand il réalise des actions dans les systèmes. Donc il permet notamment de pouvoir construire le vrai diagramme de flux de ce processus-là, tel qu'il est réellement fait avec les variantes existantes. Il permet du coup de suivre la performance de ce processus, voir quelles sont les variantes les plus performantes, les moins performantes. Et il permet aussi, si vraiment on le branche en direct sur les outils, de suivre la performance en direct. D'accord. Donc ça, c'est le premier type d'outil pour comprendre le processus. Une fois qu'on a compris comment le processus fonctionne et quels sont ses dysfonctionnements, on peut envisager de l'optimiser. Les technologies pour optimiser le processus sont principalement sur l'automatisation du processus. La technologie la plus connue pour le moment, parce qu'elle a une dizaine d'années déjà d'expérience sur le marché, c'est la RPA, donc la Robotic Process Automation, qui permet d'automatiser les processus simples avec des règles de gestion claires, répétitives, standardisées, donc en fait comme une sorte de macro Excel, mais qui permet de naviguer sur tous les types d'applications. Ça, on va dire, c'est une technologie qui est déjà bien mature sur le marché. L'autre technologie, et ça va être l'objet de ce webinaire, c'est la Soft Process Automation. En fait, la Soft Process Automation, elle va permettre d'automatiser un certain nombre de processus qui n'étaient pas éligibles à l'automatisation par la RPA. Donc les processus qui sont non standardisés, qui sont non standardisables, où il y a des interactions humaines tout au long du processus, donc tout ce qui n'est en fait pas applicable à la RPA. Et en fait, la particularité de cette technologie, c'est qu'elle exploite notamment l'IA générative comme socle d'automatisation. Très bien. Alors, Guilhem, l'IA générative, on en parle depuis 18 mois maintenant. Oui. Ça a fait beaucoup de buzz au début. On s'est tous intéressés, on a tous rêvé de ce que ça pouvait apporter, etc. On a eu d'ailleurs aussi les cabinets de stratégie qui ont commencé à faire des statistiques sur les emplois qui allaient disparaître ou allaient être profondément modifiés, ce qui était une vision un peu
anxiogène. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différents niveaux de maturité auxquels on peut être aujourd'hui, selon qu'on s'y est pris en avance ou pas en avance? Oui, je pense qu'effectivement, il est intéressant de commencer par replacer un petit peu l'IA générative dans ce contexte et dans les différents niveaux de maturité qui peuvent exister. Et comme tu l'as dit, Fabrice, le premier niveau, c'est ce qu'on a tous expérimenté à l'automne 2022 quand ChatGPT est sorti. C'est que très rapidement, tout le monde a réalisé un peu le potentiel de la technologie, l'a expérimenté de première main. Et donc, assez rapidement, cette expérimentation, qui était un peu au début dans la sphère personnelle, elle a glissé dans la sphère professionnelle. Le problème, c'est qu'on était vraiment dans une expérimentation un peu en mode Far West, où tout le monde utilisait en particulier ChatGPT, mais donc il y a un environnement très peu sécurisé et pas confidentiel du tout, et donc évidemment, c'est un problème. Donc très vite, les entreprises ont réalisé qu'elles devaient franchir une étape, aller au deuxième niveau de maturité, et mettre en place un premier niveau de chatbot qui réplique les fonctionnalités d'un ChatGPT, mais qui est sécurisé cette fois-ci. Et donc, on a vu toutes les entreprises du CAC 40 et même au-delà mettre en place leur chatbot entreprise très très vite et communiquer largement dessus. Et ça, c'était au courant de l'année 2023. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas de répliquer juste un chatbot pour aider les personnes dans leur travail au quotidien. Il fallait pouvoir s'intégrer davantage dans les outils qu'ils utilisaient tous les jours, et en particulier les outils bureautiques. Et d'où le move de Microsoft en particulier, de sortir la solution Microsoft Copilot, dont la promesse est vraiment cette IA bureautique intégrée dans la suite Office. Google a fait la même chose avec sa suite aussi. Et donc là, on commence à toucher du doigt l'IA générative vraiment qui commence à s'intégrer dans les processus. Pour autant, c'est à la charge de l'utilisateur de définir vraiment ce qu'il va en faire. Un assistant et pas un robot, en fait. Voilà, un copilote. Vraiment, c'est le concept poussé par Microsoft notamment. Et donc, l'étape d'après, et c'est cette étape-là qui va nous intéresser aujourd'hui, ce que nous, on a appelé la Soft Process Automation, c'est en fait de prendre ces mêmes briques technologiques, mais cette fois-ci de les organiser autour de cas d'usage bien définis, et l'IA générative va là permettre d'automatiser ou de semi-automatiser tous ces processus-là qui auparavant étaient inéligibles à l'automatisation parce que la RPA ne répondait juste pas aux besoins. Bon, néanmoins, ce n'est pas le dernier niveau, ce n'est pas une fin en soi de la Soft Process Automation, c'est une étape, c'est une partie des clés d'usage, mais il y a un dernier niveau qu'on voit sur la slide là, que nous on appelait les opérations augmentées, et qui consiste en fait à dire que au-delà d'automatiser les processus, l'IA, elle doit être à terme intégrée dans toutes les prises de décision d'une entreprise. Elle doit pouvoir aboutir à des recommandations, à des prises d'action concrètes. Et il y a un certain nombre de webinaires de cette série-là qui traitaient de ce point-là. Supply Chain Copilot. En particulier Supply Chain Copilot, qui était l'épisode 2, effectivement. OK. Donc on va regarder la marche numéro 4 aujourd'hui de cet escalier de maturité. Alors, on parle depuis tout à l'heure de soft process. J'avoue que moi, la première fois que j'en ai entendu parler, je ne savais pas bien ce que c'était. Est-ce que tu peux en dire quelques mots et expliquer comment, du coup, on peut l'automatiser? Oui, alors effectivement, à nouveau, on va dans des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un soft process? Alors, soft process, c'est un peu un terme qu'on a inventé, pour être honnête, mais c'est un peu par opposition au concept du process normal ou du hard process. Voilà, le process, c'est un concept très ingénieur, quand même, voilà, très cadré, où on a une fin, un début bien identifié, une fin bien identifiée, des étapes, c'est très cadré, c'est très précis. Bon, bah là, par opposition à ce cadre très cadré, on s'en écarte avec ce concept de soft process. Et donc, un soft process, en fait, il obéit aux 4 caractéristiques qu'on voit sur la slide à l'écran. C'est un processus qui, le plus souvent, il est centré sur l'humain. En fait, on va attendre de la personne qui exécute ce processus, ou des personnes, de prendre des décisions, de réfléchir, d'apporter une couche de compréhension de ce qui se passe. Une deuxième caractéristique, c'est ces processus qui, le plus souvent, sont très peu structurés. On ne sait pas écrire très clairement quelle va être la succession d'étapes qu'il va devoir avoir dans ce processus-là. Et d'ailleurs, cette succession d'étapes, elle dépend souvent. Ça dessine plutôt qu'une succession, une sorte d'arbre de décision un peu complexe qu'on aurait beaucoup de mal à écrire sur le papier de manière très, très figée. Notamment pour que ça puisse être maintenu dans le temps avec toutes les évolutions. Et complètement. Et donc, en fait, c'est la vraie vie. C'est qu'un processus comme ça, effectivement, du jour A au jour B, il faut s'adapter à la nouvelle situation. Et donc, on ne prend pas forcément les mêmes étapes, les mêmes actions. La troisième caractéristique, malgré tout, et qui rend éligible tout ce processus-là, l'automatisation, c'est la fréquence. C'est que si, effectivement, le processus dont on parle, il a lieu une fois l'an et qui prend 2 heures, l'automatisation, forcément, elle a beaucoup moins d'intérêt que si on parle d'un processus qui se répète tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et à ce moment-là, presque peu importe la durée, le jeu peut en valoir la chandelle. Ça, c'est la caractéristique qui rapproche le RPA de la Soft Process Automation. Oui, tout à fait. C'est que voilà, on va parler de processus qui ont une certaine fréquence.
Et enfin, ce qui différencie peut-être aussi par rapport au processus classique, c'est le fait que l'output du processus, il est parfois difficile à quantifier. Ça peut être des choses très simples, hein, mettre à jour une date ou un chiffre dans un ERP, et ça peut être des choses beaucoup plus complexes, comme envoyer un mail de relance à un fournisseur qui soit contextualisé par rapport à la situation actuelle. Donc voilà, cet outcome du processus, le fait qu'il soit assez peu définissable, à nouveau, c'est quelque chose qui différencie vraiment ce côté soft process de ce qui va être éligible de la RPA. Ok. Bon, mais c'est très clair, mais ça sera encore plus clair, je pense, après un exemple. Alors, ça, c'est la partie étude de cas, donc un cas réel. Oui, effectivement, plutôt que de rester dans la théorie et d'expliquer quels sont les potentiels, on a fait le parti pris de plonger directement dans un cas concret pour illustrer, en fait, quel est le potentiel de l'IA sur un exemple, et ensuite on prendra un peu de recul pour vous donner des perspectives. Donc le cas qu'on va voir ensemble, c'est un cas qui sans doute va parler à plusieurs personnes qui nous écoutent, c'est la prise de commande hors flux EDI. Donc pourquoi ça peut parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est que assez régulièrement, dans un flux de prise de commande, on va avoir toute une partie des commandes qui peuvent tomber en automatique, où on a des interfaces avec les clients, et toute une partie de prise de commande où ça va être beaucoup plus déstructuré. On va avoir en fait en entrée des personnes du service client, en général des gestionnaires, un flux de prise de commande qui tombe sous des formats très hétérogènes. Parfois, la commande, elle est dans le corps de l'email directement, où on va avoir les différentes lignes. Parfois, elle va être dans un fichier Excel qui est en pièce jointe. Parfois, ça va être dans un fichier Excel en pièce jointe qui est particulièrement complexe, où on va avoir de multiples onglets de formats différents qu'il va falloir réconcilier. Parfois, c'est des PDF, etc. Et à chaque fois, le format diffère d'un client à l'autre et même diffère dans le temps. Et donc, le travail, ou une partie du travail d'un customer service aujourd'hui va être de prendre cette variété du format d'entrée et de les traiter. De les traiter, ça veut dire bien évidemment les restructurer, les mettre de manière carrée, s'assurer qu'on a bien un en-tête de commande, des lignes de commande, mais aussi au fur et à mesure du processus de prendre tout un tas de contrôles, donc notamment de vérifier que les SKU qui sont commandés sont bien des SKU qui sont existants dans l'ERP, qui n'ont pas été discontinués, de pouvoir faire des contrôles d'allocation de stock, des contrôles de disponibilité de stock, de pouvoir vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence dans la commande qui a été passée, entre par exemple un numéro de commande qui serait dans le corps du mail et ce qui est dans la pièce jointe. Donc tous ces contrôles-là, en fait, on commence à comprendre qu'ils dépendent justement du type de commande qu'on est en train de traiter, d'un client à l'autre, d'un jour à l'autre. Et donc effectivement, aujourd'hui, on est quand même face à la situation souvent chez nos clients d'avoir un processus de prise de commande qui, en fait, repose beaucoup sur l'humain pour faire la conversion entre ce flux en entrée qui est très hétérogène et finalement ce qu'on attend à la sortie, qui est un flux qui va rentrer dans l'ERP, qui doit être très carré avec un en-tête de commande, des quantités, des dates, et puis des lignes de commande avec des SKU, des produits, et à nouveau leur quantité. Qui ne reste plus qu'à importer dans l'ERP, et hop, le tour est joué. Exactement. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est l'humain qui fait le traitement qui est au milieu. Et donc nous, ce qu'on a réalisé assez vite, et ce qu'on a mis en place chez certains de nos clients, c'est d'utiliser l'IA pour faire justement toutes ces tâches qu'on voyait au milieu, tous ces traitements qu'on voyait. Donc en fait, la solution, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ce qu'on voit là. En fait, on va avoir un assistant IA qui va aider la personne du service client à toutes les étapes de la prise de commande. Et on voit un aperçu de la solution, on en verra une démo un peu plus complète juste après, où en fait, on va avoir à droite l'aperçu de la commande qu'on est en train de traiter, en référence visuelle en permanence, et à gauche, la zone de travail. Et c'est dans la zone de travail qu'en fait que l'IA intervient. C'est sous forme d'un chatbot un peu simple, où en fait, le modèle d'IA va faire dans l'ordre l'exécution des différentes tâches, le traitement, l'extraction des informations de la commande, la vérification d'anomalies, etc. On va le voir juste après. Et cette IA-là, en fait, elle est aussi quand même connectée à l'ERP derrière pour récupérer un certain nombre d'informations qui sont structurées cette fois-ci. Donc le référentiel produit, par exemple, pour avoir les références des produits et savoir s'ils sont discontinués ou pas. Les états des stocks pour le contrôle d'allocation. Le carnet de commandes aussi pour savoir ce qui est en cours et qui est en train de manger déjà du stock et qui n'a pas encore été pris en compte. Donc effectivement, c'est aussi connecté à des données structurées. Donc ça inclut aussi de l'aide à la décision du coup. Si on est sous allocation, il y a des choses à faire. Exactement, et donc c'est vraiment le point de dire qu'on n'est ici pas sur une automatisation complète ou boîte noire qu'on laisserait dans un coin tourner. On est vraiment sur cette option d'assistant ou de copilot qui va être dans les mains du service client
et qui va garder le contrôle du début à la fin du processus. Donc le but, c'est vraiment d'accélérer toutes les tâches un peu fastidieuses, administratives qui peuvent être faites par l'IA, mais la personne du service client garde le contrôle du début à la fin et en particulier est responsable de ce qui va être injecté dans l'ERP au final, est responsable de communiquer avec son client aussi. Donc elle reste le chef d'orchestre et elle garde la responsabilité sur la qualité de l'output final. Exactement. Et pour rassurer aussi, c'est pas l'IA qui parle au client. Voilà, ça reste le service client qui a la main et c'est un outil interne. Voilà. Alors comment ça marche? Donc effectivement, on va le voir en action sur un cas concret à travers une petite vidéo de démonstration qu'on a préparée. Donc cette vidéo de démonstration va vous le montrer en action sur un cas réel qui commence par la commande. Donc la commande, en fait, elle vient sous tous les formats, on va la charger dans la solution et on va avoir un aperçu à droite pour l'avoir toujours à l'écran en référentiel. Donc vous voyez que là, c'est un PDF et la première étape va être de contrôler les incohérences qu'il peut y avoir, les erreurs qu'il peut y avoir. Et donc là, en l'occurrence, le numéro n'est pas le même entre le corps du mail et la pièce jointe. Et dans ce cas-là, l'IA vous aide à faire un draft d'email qui va être envoyé au client pour dire « Est-ce que tu es sûr? Confirme-moi quel est le numéro, s'il te plaît, parce que je vois un problème. » Et en fait, donc la puissance, beaucoup, c'est dans la capacité à traiter des multiples formats d'entrée, comme je disais. Donc là, on a un exemple où ça va être un Excel en pièces jointes qu'on va traiter. Et en fait, même des ordres particulièrement complexes vont pouvoir être intégrés. Ici, on a un exemple où les PDF en pièces jointes, en fait, il y en a plusieurs, il y en a une dizaine. Ils sont sous un format qui est relativement similaire, mais en fait, c'est bien 10 commandes qu'il va falloir traiter d'un coup. Et donc, on va vérifier, en fait, au fur et à mesure, faire de la checklist de complétude des données, vérifier que le client est bien identifié, qu'il y a bien les bonnes dates, vérifier que les SKU sont bien identifiés. Donc là, il va y avoir un contrôle de vérification que le SKU est effectivement bien mappé à un SKU de l'ERP, qu'on n'a pas un problème de SKU discontinué. Et s'il y a un problème, à nouveau, l'erreur va être mise en œuvre. Donc on va suivre comme ça, étape par étape, tout le cycle de vie en fait, de la prise de commande. Mais les étapes, à nouveau, elles ne sont pas tout à fait déterministes. C'est-à-dire que c'est l'IA qui décide quelle va être l'étape suivante selon ce qu'elle voit de la commande. Elle propose l'étape suivante. Propose l'étape suivante, exactement. Et donc on va avoir toute cette conversion petit à petit qui va se faire. Ici, on est sur le contrôle d'allocation de stock. Donc si on a un problème de disponibilité, ça s'affiche en rouge. Vous voyez que là, la commande ne va pas être servie en totalité. Et ici, enfin, dans ce cas précis, on a un contrôle aussi de la conversion en unités de commande. Ici, on peut avoir des palettes, des conteneurs, des unités, etc. Donc, à la fin, on va arriver sur la commande qui est prête à être revue, un résumé de cette commande avec l'entête de commande et les différentes lignes de commande, et on va pouvoir exporter son CSV qui, là, va être prêt à injecter dans l'ERP. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'interaction retour direct vers l'ERP, c'est le fichier qu'il va falloir importer. Mais à ce stade, le fichier, il est prêt, il est structuré et il est sans erreur. Voilà, puisqu'on l'a vérifié au fur et à mesure. On gagne de l'efficience, du confort et peut-être aussi de la qualité en sortie. Exactement. On le voit sur ce cas-là, en fait, qui est une illustration de ce que permet l'IA générative dans ce type de processus assez déstructuré. En fait, il y a plein de bénéfices en sortie. Un des bénéfices, c'est l'efficacité, c'est le fait d'avoir un rendu qui est sans erreur. On a vérifié petit à petit qu'on pouvait passer tous les contrôles de qualité de l'information qui nous arrivait du client, dans ce cas-là. On a aussi quand même un bénéfice qui est la montée en expertise des personnes du service client, parce que finalement, comme je le disais, toutes les tâches un peu rébarbatives ou toutes les tâches à faible valeur ajoutée, elles vont être traitées par l'IA, notamment tout ce travail de restructuration de fichiers, etc. Et ça met le gestionnaire du service client dans une position de prendre du recul sur la commande, et pourquoi pas même d'aller jusqu'à faire évoluer son rôle. Dans le cadre de ce client précis, tout le temps qu'on a gagné à éliminer ces tâches un peu rébarbatives, il a été réinvesti dans du rôle de pilotage de flux pour le service client, et notamment d'aller parler à la supply sur le contrôle de disponibilité de stock, de voir quelles alternatives produits pouvaient être proposés à un client en cas de rupture, etc. Donc ça fait monter en puissance et monter en valeur les emplois qui sont concernés. Exactement, monter en expertise et en valeur ajoutée, tout à fait. Bon, évidemment, le gain aussi un peu évident, mais qui mérite d'être signalé, c'est le gain de productivité. Voilà, c'est de gagner du temps au final en éliminant toutes ces tâches à faible valeur ajoutée. Et là, sur le cas qu'on vient de montrer, le chiffre de gain, c'est quand même 73% du temps réduit sur ce processus de prise de commande. Et le temps restant, à nouveau, il est sur ces contrôles et ces contrôles de qualité. Et enfin, il y a quand même aussi une satisfaction de l'employé qu'on recherche dans ce type de projet, de pouvoir avoir un processus qui devient
plus clair aussi, parce qu'on est en fait dans une seule application qui va vous guider de bout en bout, et à nouveau dans ce positionnement sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, qui font que au quotidien, les personnes sont quand même plus satisfaites d'être là et d'avoir exécuté le travail. Eh ben, merci pour cette démo. C'est vrai que c'est impressionnant en termes de résultats atteints, d'enjeux. C'est complètement protéiforme. On a vu que ça traite tout un tas de dimensions. C'est pas un robot qu'on lance et ensuite on va prendre un café. C'est bien une interaction entre la personne et son assistant. Du coup, c'est très très riche et ça donne effectivement envie d'en savoir un peu plus sur comment on implémente ça. Et peut-être avant ça, de réfléchir sur les différentes fonctions d'une entreprise. Au sein des opérations, au sein de la finance, qui pourraient être, ou même d'autres fonctions support, qui pourraient être concernées par ce type d'amélioration, d'automatisation, de gain en confort, etc. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Alors, je vais dire, c'est un peu de la même manière que pour la RPA, c'est que toutes les fonctions de l'entreprise peuvent être concernées par ce type d'automatisation. On liste sur l'écran quelques cas d'usage. Alors, ce n'est pas exhaustif. Ce sont des cas d'usage soit que nous avons automatisés via automatisation avec IA chez des clients, soit ce sont des cas que nous avons pu voir sur la RPA et où on avait donc des limites d'automatisation sur ce type de processus. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces cas d'usage-là. Je vais en prendre 3 qui peuvent être intéressants. Le premier que je veux aborder, c'est celui de clôture financière dans la direction financière, qui est un cas d'usage très classique, qui est souvent un cas d'usage assez problématique au sein des directions financières, puisqu'il y a un délai à suivre pour la clôture. Sur ce processus-là, on va dire qu'on peut mixer à la fois automatisation type RPA et automatisation type Soft Process Automation. Sur la partie RPA, ça sera plus la création de tous les rapports vraiment financiers, où là, on va aller chercher les données dans le RP, les données sont structurées, on sait exactement quel rapport doit être sorti. Donc là, on est vraiment sur de la manipulation très classique de données structurées. Ce qu'on peut rajouter avec l'automatisation type Soft Process Automation, c'est tout ce qui est création des rapports extra-financiers, où là, les données sont moins structurées, la source des données n'est pas sûre, n'est pas figée en tout cas, et il faut aller chercher l'information dans différents types de documents pour pouvoir faire une proposition de ce rapport extra-financier. Donc là, on voit vraiment un cas d'usage qui peut mixer de l'automatisation plus classique, plus structurée, à de l'automatisation type Soft Process Automation. Ok, donc ça c'est un exemple pour la finance. C'est ça. Un autre exemple qui peut être intéressant, c'est sur la logistique, où là, c'est un cas d'usage que nous avons pu voir chez un de nos clients, qui est la constitution des dossiers d'expédition. Là encore, via l'automatisation type RPA, où le but c'était vraiment de centraliser toutes les pièces nécessaires au dossier d'expédition, en disant je vais chercher la pièce A, B et C, et je regroupe ça dans mon dossier. Parce que je suis dans ce cas-là, de telle destination. Exactement, c'est ça. Et là, c'était une automatisation assez classique. La couche que peut rajouter l'automatisation via IA générative sur Soft Process Automation, c'est même la constitution de ces pièces, notamment pour les pièces qui peuvent être les moins standardisées, dire voilà, je fais ma proposition de ma pièce pour pouvoir ensuite l'intégrer dans mon dossier. Le troisième cas qui peut être intéressant, c'est un exemple au niveau RH, qui est la sélection et l'évaluation des candidats. C'est un cas au sein des directions RH qui est souvent assez chronophage, au sein des départements recrutement, puisqu'il faut regarder la description de poste, regarder les CV, comparer, s'assurer que ce que j'ai dans ma job description correspond bien à mon CV. Là, avec l'automatisation de type Soft Process Automation, on peut avoir cette phase d'analyse en ayant la job description qui ne sont pas des données structurées, le CV qui n'est pas une donnée structurée non plus, et de pouvoir trouver le ou les CV qui sont qui matchent le plus avec la job description. Ok, donc effectivement, on n'a pas été exhaustif sur cette page-là. Et du coup, quand je vois ça, je suis CFO, je suis COO, voilà, j'ai envie d'y aller. Comment je m'y prends avec mon département IT? C'est quoi les options qui s'offrent à moi en termes d'outils et autres? Alors, il y a 2 grandes options. La première étant de développer de manière ad hoc le cas d'usage. C'est exactement ce que Guilhem a montré précédemment, il y a quelques minutes, dans le cas d'usage sur la saisie de commande. Donc là, cette option-là, elle a l'avantage de pouvoir vraiment customiser le cas d'usage tel qu'il correspond réellement aux besoins de l'entreprise. L'automatisation de la saisie des commandes, ça a vraiment été travaillé avec le client sur le processus de bout en bout et s'assurer que l'application répond exactement aux besoins. Donc ça permet vraiment d'avoir l'option la plus personnalisée et également une forte réactivité sur les innovations technologiques, puisqu'on peut rajouter une brique technologique sur le socle déjà construit.
L'inconvénient de cette option-là, c'est qu'il y a quand même besoin d'un socle à construire avec toutes les composantes de cette application qui font le socle technologique. Et il faut avoir du coup la compétence pour pouvoir développer une telle application. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, et ça peut concerner notamment les entreprises qui ont déjà une plateforme RPA, c'est d'utiliser cette plateforme RPA pour se déployer sur l'IA générative. Pour celles qui proposent cette fonctionnalité. Elles en sont au début. Les solutions d'RPA commencent à se mettre sur la technologie, enfin sur l'automatisation, je vais dire intelligente, en intégrant des petites briques d'automatisation au sein d'un processus, lui, clairement défini. Donc de dire, bah voilà, j'ai mon processus qui est bien linéaire. À telle étape, j'ai besoin d'une petite brique d'intelligence. Ouais. Et je vais pouvoir l'intégrer dans mon flux du processus. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'utiliser une plateforme qui est déjà présente, donc on a un coût moins fort là-dessus. L'inconvénient, c'est qu'on est clairement dépendant de la feuille de route technologique de cette plateforme, qui ne sont pas forcément toutes avancées de la même manière. D'accord. Sur ce point-là, on peut aussi faire un petit état des coûts de telle ou telle option. Combien ça coûte? Ça doit, je pense, brûler les lèvres de tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Sur la première option, si on prend le cas d'usage que Guilhem a présenté, c'était de l'ordre de 6 à 8 semaines de développement pour un coût de 60 à 80 000 euros, incluant les coûts de développement et les coûts de déploiement et d'accompagnement. Donc c'est, on va dire, 60 à 80 000 euros le coût d'implémentation. Au vu des enjeux, des résultats qui ont été obtenus, c'est effectivement, on voit bien le ROI. C'est ça, plus ensuite un coût de run qui était de l'ordre de 2 000 euros par mois sur ce cas d'usage. Donc on est de l'ordre de cette gamme de prix-là. Sur l'RPA, alors le modèle de pricing pour l'RPA, il est maintenant bien connu, c'est qu'il y a un ticket d'entrée assez fort pour entrer sur cette technologie, puisque les éditeurs logiciels de RPA maintenant vendent vraiment un package de licences qui permet d'avoir quelques licences de développement, quelques licences robots et la licence d'orchestration qui permet de piloter toute notre flotte de robots, qui est en général un coût d'entrée à 50 000 euros. Par an sur cette technologie-là. Et ensuite, une fois qu'on a les licences, on a le coût de développement, qui est de la même manière que la première option. Il y a un coût de développement. Ouais. Et là, on va dire qu'on a en général à minima besoin d'un binôme développeur-business analyst qui permet de développer en général de l'ordre de 1 cas d'usage par mois. D'accord. Ok. Bon, on voit bien que c'est deux solutions qui sont assez segmentées en termes d'où on part et quel niveau de flexibilité on veut garder dans le voyage. Ok, c'est très clair. On n'a pas parlé de sécurité, alors que la sécurité, c'est quand même la première question qui s'est posée à l'arrivée de cette technologie. Mes données, quand je fais une demande, mes données sont où? Ça a été entraîné sur quelle partie? Tu peux en dire un mot, parce que j'imagine que ce sujet a été traité assez rapidement. Oui, effectivement, et on voit l'écosystème que vient de présenter Quentin, il est quand même assez riche. Donc, ce serait compliqué de dire quels sont les choix technologiques qui ont été faits par un acteur ou l'autre, etc. Mais on voulait quand même en profiter pour passer quelques points d'attention, on va dire, sur ce côté sécurité. Donc, en fait, globalement, avant d'interagir avec une solution d'IA de manière générale, il faut quand même s'assurer d'un certain nombre de points, de critères, qui sont ceux qui sont présentés à l'écran, en fait. Le premier, c'est de s'assurer déjà que les informations qu'on va envoyer ne vont pas être réutilisées pour entraîner un modèle d'IA. Et ça, c'est un risque qui est important. C'est le risque qu'on prend en utilisant ChatGPT de manière, on va dire, grand public aujourd'hui. Quand vous écrivez, si vous n'avez pas désactivé l'option, tout ce que vous écrivez est enregistré et pourra être réutilisé par OpenAI pour réentraîner son modèle. Et donc, d'une certaine manière, il est possible que dans quelques mois, le poème que vous avez écrit, et qui est particulièrement unique et dont vous êtes particulièrement fier, en fait, se retrouve généré auprès de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, le contenu que vous aurez fourni peut être leaké, comme on dit. Donc ça, c'est un point qui est important. Le deuxième point, c'est de vérifier aussi que, même si le premier point, il est assez bien traité maintenant par les solutions, il faut vérifier que quand on s'adresse à un vendeur de software, un vendeur SaaS, toutes les données qu'on va mettre dans sa solution ne seront donc pas accessibles à d'autres clients de la solution. Voilà. À nouveau, qu'il n'y ait pas un leakage qui soit fait d'un client à l'autre au sein d'une même plateforme d'un software qui serait dans le cloud. Le troisième point qui va un peu avec, c'est de vérifier que toutes les données qu'on va utiliser pour alimenter le modèle, donc les prompts, les complétions c'est les retours, les réponses du modèle, mais aussi tous les documents. Je parlais des commandes tout à l'heure, c'est un exemple de document, ça rentre dans la catégorie de données.
Donc, on faut vérifier que toutes ces données-là, elles vont être bien ségrégées, elles vont être stockées sur votre propre instance et qu'elles ne vont pas à nouveau être potentiellement partagées avec d'autres clients de la solution. Et enfin, c'est une contrainte qui est imposée par l'Union européenne aussi, c'est que toutes ces données-là, et en particulier quand il y a des données personnelles, ce qui est d'ailleurs le cas dans les commandes, parce qu'il y a des emails et des noms, toutes ces données-là ne doivent pas quitter physiquement l'Union européenne. Donc tous les data centers, si on fait appel à des prestataires qui sont dans le cloud, à des SaaS, tous les data centers doivent être localisés physiquement en Europe pour garantir cette localisation des données. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces 4 critères, ils peuvent faire peur, on peut se dire, oula, ça élimine plein de choses. En fait, la réalité, c'est que la plupart des softwares aujourd'hui cochent ces critères-là, mais malgré tout, ce n'est pas toujours le cas, et notamment sur les solutions très grand public, et notamment dans les versions de démo des solutions. Ouais, et donc il faut être quand même particulièrement attentif avant de tester quelque chose sur des données confidentielles, que soit on coche bien tous ces critères, soit effectivement on est sur des données anonymisées ou non confidentielles. Quand c'est gratuit, en général, le produit, c'est vos données. C'est voilà, ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Ok, merci pour cet éclairage sur la sécurité des données. Peut-être pour conclure, ou la dernière thématique, c'est quand on voit tout ce que c'est capable de faire, toutes les fonctions qui sont potentiellement concernées par ce Soft Process Automation, la question qui se pose, c'est est-ce que ça semble être un sujet transformationnel, ça me paraît évident, et du coup, comme c'est une transformation un peu spécifique, de par l'outil qui est utilisé, quels sont les facteurs clés de succès d'une telle transformation? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, Quentin? Alors effectivement, c'est un sujet transformationnel. C'est un sujet transformationnel sur une nouvelle techno, mais ce qui est rassurant, c'est que, grosso modo, les piliers restent sensiblement les mêmes que pour tout programme d'optimisation de processus. La première chose à avoir en tête, c'est de se dire pourquoi je fais ce programme d'optimisation de processus. Est-ce qu'il est bien aligné avec la stratégie de l'entreprise? Et quelle est l'ampleur de mon programme d'optimisation de processus que je veux lancer. Pourquoi ça? Parce qu'on va mettre les moyens qui sont en adéquation avec l'ambition qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de rapidement trouver des personnes au sein de l'entreprise qui sont prêtes à se lancer sur ce genre de programme d'optimisation de processus, de trouver en fait des alliés au sein des collaborateurs. C'est ça, des complices, qui sont en général des personnes qui aiment bien, qui sont bien sensibilisés à ce genre de technologie, qui n'ont pas peur de se lancer sur ce genre de programme et donc d'avoir différents tests à réaliser, et donc de pouvoir avoir ces alliés-là avec nous. Le point qui est quand même assez évident, et sur ce qu'on a discuté pendant les dernières minutes, c'est de trouver les bons cas d'usage. Ça, c'est vraiment clé. Et notamment au début, on peut se dire, je vais commencer par avoir les cas d'usage qui ont le plus de valeur. Alors oui, c'est important d'avoir de la valeur, mais pour refaire écho au deuxième point, c'est aussi des cas qui vont permettre de vraiment soulager le collaborateur. C'est comme ça qu'on va pouvoir se créer des alliés au sein de l'entreprise en trouvant des cas d'usage qui leur dégagent de la charge, mais qui aussi leur dégagent des tâches embêtantes, on va dire. Ouais. Des vitrines pour que exactement. C'est souvent les cas qui marchent de manière virale dans l'entreprise. Exactement. Les cas qui marchent le mieux au début, c'est souvent ceux qui embêtaient les personnes. Là où ça change réellement, c'est sur l'axe de la techno et du choix de la techno. Ça fait écho également à ce qu'on a pu dire il y a quelques minutes sur l'orientation technologique qu'on peut avoir. Mais effectivement, c'est un axe important à avoir dans le cadre de ce type de programme, c'est quelle plateforme technologique je veux utiliser pour me lancer en fonction de ce que je veux faire, mais aussi en fonction de mon parc applicatif existant. D'accord. Et le dernier point, qui est là commun à tous les programmes d'optimisation de processus, c'est de mesurer la performance. Est-ce que ce que j'ai fait, tous les efforts que j'ai mis, est-ce que réellement j'ai un retour sur investissement derrière? Est-ce que réellement j'ai gagné du temps? Est-ce que réellement j'ai gagné de la qualité? Et sur le temps que j'ai gagné, qu'est-ce que j'en ai fait? Sur le cas des saisies de commandes, ça a permis de mettre les collaborateurs sur d'autres tâches. Ça peut être d'absorber une croissance à effectif constant. Ça peut être de compenser un départ non remplacé. Enfin, c'est vraiment cet axe-là qui est important, qui est l'aspect organisationnel derrière mon gain de temps. Ça, c'est un axe qui est toujours important à voir dans ce genre de programme d'optimisation de processus. Sans oublier la qualité, parce que je comprends que c'est une bonne manière d'éviter les erreurs qu'on peut faire à la fin de la journée quand on est fatigué, après avoir répété tout un tas de choses rébarbatives. Ok, merci pour cet éclairage sur la transfo. Peut-être, avant de passer aux questions-réponses, que faut-il retenir?
Oui, effectivement, prenons un peu du coup de recul sur tout ce qu'on a pu présenter aujourd'hui. Donc, j'espère que là, ce que vous avez pu comprendre à travers les exemples qu'on voulait montrer, c'est que le premier point ici, c'est que les soft process, en tout cas ce concept-là, sont assez omniprésents dans les entreprises de manière générale, dans les opérations en particulier. Donc, il y a sans doute des centaines de processus à l'échelle d'une entreprise qui existent et qui rentrent un petit peu dans les 4 critères que je présentais tout à l'heure, où ces processus-là, ils nécessitent une prise de décision humaine, ils nécessitent une interaction, ils sont peu structurés, peu standardisables, et donc ils remplissent tous ces critères. Et donc, tous ces processus-là, j'espère que vous retiendrez aussi qu'ils sont maintenant éligibles à une partie d'automatisation. Alors, à nouveau, ce n'est pas forcément 100% automatisé, je laisse le robot tourner dans son coin, ça peut être semi-automatisé, comme on l'a vu avec l'exemple de prise de commande. Et donc cette automatisation partielle, elle est vraiment dans cette approche de type copilote, où je vais mettre un outil dans les mains du collaborateur, je vais faire évoluer marginalement son rôle, ses tâches, mais il reste en contrôle et il reste responsable du processus de bout en bout. Le troisième point qu'il faut retenir, c'est que grâce à cette approche-là, les bénéfices sont quand même multiples. Fabrice, tu le rappelais, il y a des bénéfices de productivité, bien sûr, ça c'est évident, et souvent quand même on va construire le ROI du cas d'usage sur cet aspect-là. Mais il y a aussi effectivement les bénéfices de qualité, de réduction du taux d'erreur, et même de qualité des données, parce que pouvoir automatiser une partie des tâches de saisie de données dans des systèmes transactionnels, ça peut garantir aussi que la donnée dans le système transactionnel, elle est davantage à jour et de manière plus fréquente. Et ça a plein d'effets rebonds positifs. Si on pense par exemple à la mise à jour de date de confirmation fournisseur par votre fournisseur qui vous renvoie un mail, aujourd'hui, on s'appuie sur le fait que l'approvisionneur va rentrer à la main la date confirmée dans l'ERP. Si on peut avoir un robot qui le fait à la minute où on reçoit le mail, le CBN et la réponse à délai qu'on peut faire à un client va être d'autant plus fiable. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des bénéfices un peu secondaires par effet rebond qu'on peut avoir grâce à ces automatisations. Et enfin, le dernier point qu'il faut retenir, c'est que en ce qui concerne l'implémentation, en tout cas les options qui s'offrent à vous, il n'y a pas une seule option. Voilà. Il y a plusieurs choix technologiques qui sont possibles, plusieurs avenues. On a vu les 2 grandes avenues, vraiment ce que présentait Quentin, l'avenue do it yourself et l'avenue je m'appuie sur un éditeur qui va faire une plateforme de configuration de ses assistants, qu'on appelle aussi des agents. Ces 2 grandes avenues, oui, mais à l'intérieur, il y a à nouveau plusieurs variations en termes de choix technologiques qui peuvent être faits à tous les niveaux. Quel modèle d'IA je vais vraiment utiliser, qu'est-ce que j'utilise comme interface visuelle pour mes collaborateurs, est-ce que j'ai déjà une solution de RPA qui est dans mes technologies approuvées par mon IT, donc est-ce que je préfère utiliser ça plutôt qu'autre chose. Tout ça sont des bonnes questions à se poser, et donc il n'y a pas une seule réponse qui dit c'est ça le stack ou l'empilement de technologies qu'il faut avoir. C'est des réponses qui sont à considérer un peu au cas par cas, et aussi un peu selon l'ambition qu'on se donne en termes de cas d'usage. Parce que la réponse ne va pas être la même qu'on dise qu'on veut en traiter 1 ou 2 de manière très focalisée, versus d'avoir une vraie ambition transformative qui consiste à commencer par quelques cas d'usage comme le présentait Quentin, et puis progressivement d'en empiler et de finalement construire une sorte de réseau d'agents qui vont pouvoir intervenir sur les différents processus des opérations. Du coup, ça pose aussi la question de comment on commence. Est-ce qu'on le fait en interne? Est-ce qu'on le sous-traite? Effectivement. Donc, ce qu'on montrait tout à l'heure sur les différentes options qui s'offrent à vous, c'est qu'il faut retenir que c'est des options qui sont assez flexibles, qui sont assez agiles. Et donc, l'idée, c'est qu'un projet ou un processus qui doit être automatisé, il doit durer quelques semaines. Au maximum, quelques mois. On parle de 2 mois, 3 mois maximum. Si on est au-delà de ça, c'est qu'on n'est pas sur les bons sujets. C'est qu'on traite des sujets qui ne sont pas vraiment éligibles à cette automatisation et qui vont plutôt relever de la 5e marche de l'escalier qu'on présentait tout au début, de ce qu'on appelle les opérations augmentées. Pas pour dire que c'est inaccessible, mais pour dire que l'approche va être différente et les technologies vont être aussi différentes. C'est clair. Merci Guilhem pour ce dernier élément. On parlait de questions, donc c'est une bonne transition vers la partie questions-réponses, la partie interactive. Merci par avance à tous ceux qui ont posé les questions dans le flux. Johanna, est-ce que tu peux nous donner un peu les premières questions qui peuvent initialiser cette Alors, session? une première question. Comment doit-on choisir entre RPA, Robotic Process Automation, et SPA, Soft Process Automation? Quels sont les critères qui doivent nous faire choisir?
Moi, je dirais, en résumé, il y en a pour certains processus, la RPA est dans certains cas pas possible. Il faut se tourner vers la Soft Process Automation. C'est ça, et si on détaille un peu plus, ça fait écho aux 4 critères qu'a présenté Guilhem au début de la présentation, c'est-à-dire en regardant quelles sont les données d'entrée, quelles sont la complexité des tâches réalisées pendant le processus et quels sont les attendus de ce processus, est-ce qu'ils sont clairement définis ou est-ce qu'ils peuvent être variables? Ce sont sur ces critères qu'on va pouvoir choisir entre la RPA et la Soft Process Automation. L'exemple très classique, justement, c'est la saisie de commande. J'ai pu faire des cas d'usage il y a quelques années sur de la saisie de commande. Par contre, il y avait des vrais prérequis à mettre en disant les données d'entrée doivent être toujours du même format, les tâches doivent être toujours les mêmes et on attend à ce que les données soient saisies et c'est tout. Donc voilà, et c'était possible notamment parce qu'on avait pu sécuriser le fait que les données d'entrée étaient toujours de la même. Du même format. C'était des commandes internes, donc c'était beaucoup plus simple aussi pour gérer. Mais voilà, c'est vraiment sur ces critères-là de quelle est la structuration des données d'entrée, la variété des données d'entrée et quelle est la complexité des tâches à réaliser. Okay. On aurait vu tout à l'heure sur Guilhem, l'étude de cas que tu as présentée, on aurait très bien pu passer la main à un RPA à la fin en disant voilà les entêtes de commande, voilà les lignes de commande, merci de les saisir dans le... Et complètement, et donc là on commence à toucher du doigt un peu l'hybridation qu'il y a entre les deux approches. Donc jusque-là on a présenté les deux comme des approches à bien différencier, c'est aussi parce que ce côté Soft Process Automation c'est assez nouveau, donc il était intéressant un peu d'opposer les deux visions, mais la réalité c'est que automatiser un processus, c'est un ensemble de choix, et ces choix-là, il y en a une partie qui sont très déterministes, ou la RPA de manière générale, ou en tout cas des tâches déterministes où on va pouvoir dire en dur, dans du code ou dans des actions if this then that, voilà, des choses très déterministes. Ça, c'est une partie des tâches possibles. Et puis l'autre partie, c'est traite-moi quelque chose. Voilà. Et c'est une demande qui est un peu plus vaste, un peu plus floue, un peu moins structurée. Et donc la vraie vie, c'est une hybridation des deux. Et donc effectivement, dans le cas qu'on a présenté, il y a la grande majorité des tâches, elle est faite par l'IA, mais effectivement, la boucle retour, qui aujourd'hui est restée manuelle, où j'exporte mon CSV, je l'injecte dans le RP, elle aurait très bien pu être exécutée par un robot qui vient récupérer, par exemple, le soir, le CSV là où il est dans un répertoire, et faire l'import dans le RP à la place des collaborateurs. Ok. Question suivante. Une autre question, make or buy, est-ce qu'il faut mieux internaliser la compétence ou pas? Et certainement, est-ce qu'on doit penser différemment selon la phase de démarrage, le build, ou en phase de run? Alors, la question de l'internalisation des compétences, effectivement, elle va être très liée à la démarche et à l'ambition qu'on veut avoir. Nous, ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est qu'il y a un vrai intérêt à, comme le disait Quentin, construire assez rapidement les premiers succès. Pourquoi? Parce que il faut rapidement démontrer de la valeur, donc choisir les bons cas, etc. Et puis donc rapidement les construire et faire les bons choix technologiques. On a vu que le champ de l'écosystème, il est vaste, il y a beaucoup de possibilités, donc savoir s'y retrouver, naviguer efficacement, répondre aux besoins avec le bon outil, c'est des vraies questions et il faut, entre guillemets, pas se rater dans les premiers choix qui sont faits. Donc de ce point de vue-là, il y a un vrai intérêt à compter sur un expert du sujet pour faire les premiers cas, pour accélérer cette phase de build. Et démontrer de la valeur. Et démontrer donc de la valeur avec les bons choix. Et après les premiers cas, il y a deux voies en fait. Déjà, il va falloir faire le run des cas qu'on a mis en place. Et donc là, soit on continue de s'appuyer sur son prestataire externe, un peu en centre de service en fait. Soit en fait on peut reprendre la main en interne, réinternaliser la compétence. Et ça a un bénéfice, c'est que la vue quand même, c'est qu'une fois qu'on a fait les premiers cas d'usage, on se retrouve avec un socle technologique qui est réutilisable pour la suite. Et donc réinternaliser la compétence une fois qu'on a fait les premiers, ça permet donc de faire les cas suivants à moindre coût, en ayant déjà fait les choix durs, les choix compliqués, et donc de maîtriser complètement ce qui va être fait. Donc on croit beaucoup quand même à cette hybridation du je me fais aider sur les premiers cas et ensuite je reprends la main pour ensuite être autonome sur le scale-up ou en tout cas sur l'ambition. Très bien, donc la réponse à make or buy, c'est buy et puis make. C'est buy and make, then make, effectivement. Merci. Quel est le niveau de synergie sur les compétences entre la RPA et la SPA? Est-ce que ce sont les mêmes profils? Je peux prendre la question. Je pense que Quentin le disait tout à l'heure, il y a le profil qui est commun en fait entre toutes les approches, c'est le profil du business analyst. En fait, c'est la personne qui va être capable de arriver dans une organisation, dans un département, de prendre du recul
et de regarder le processus droit dans les yeux, ou en tout cas le début et la fin, et de dire, OK, ça, c'est un processus qui est éligible, oui, non. Plus précisément, quelles sont les tâches qui sont éligibles à une automatisation totale ou partielle. Comprendre le besoin, vraiment, qu'est-ce qui va être automatisable, qu'est-ce qui doit rester à la main des gestionnaires, à la main de la personne qui est derrière l'écran. Et donc, en fait, de là, dériver tout ce qu'on appelle les user stories, les besoins, pour ensuite designer la solution. Donc, cette compétence, elle est clé, parce qu'en fait, un processus, on comprend d'autant mieux qu'on connaît le domaine fonctionnel dans lequel on travaille. Exactement. Donc, cette expertise métier, elle est vraiment complémentaire à l'expertise technique dont tu vas parler. C'est pour ça qu'on appelle ça un business analyst. Il est vraiment du côté business. Après, il a le côté analyste, qui est sa casquette un peu technique. Et donc, ça demande quand même un vernis, j'ai envie de dire, en tout cas une connaissance, une culture générale sur ce que les technologies de RPA savent faire, ce que l'IA sait faire aujourd'hui. Et ça demande une bonne dose de curiosité aussi, quand même, parce que les technologies, elles évoluent très très vite. Voilà, des news dans le monde de l'IA générative, des avancées révolutionnaires. Après, on met le qualificatif où on veut, mais des avancées dites révolutionnaires, il y en a à peu près toutes les 2 semaines. Donc, il faut quand même suivre le fil de ce qui se passe, de ce qui peut être intéressant, ce qui est transférable au monde de l'entreprise. Ça ne l'est pas toujours. Et donc ça demande une bonne dose de curiosité. Donc ça, c'est ce qu'on attend du profil de business analyst. Et ce profil-là, pour revenir à la question, il est commun entre toutes les approches. C'est le même. Et d'ailleurs, il regarde même tous les leviers d'optimisation. Alors, il regarde tous les leviers, effectivement. Après, le business analyst, il ne va pas pouvoir tout faire tout seul. Et donc c'est là qu'ensuite, il faut développer. Il faut développer la solution. Et donc là, les profils dont on va avoir besoin ne sont pas du tout les mêmes entre l'option qu'on a appelée Make, le DIY, voilà, l'option à gauche, on l'a essayé tout à l'heure. Donc si on est dans le fait de mettre en place ses propres outils, ses propres technologies, tout de suite, on va avoir besoin de profils du type un AI développeur, un full stack software engineer, qui va être capable de vous faire votre application, de créer les liens avec le modèle d'IA, de coder les interactions qu'il y a entre l'IA et l'interface, etc. Donc ça, des profils de développeurs qui peuvent être souvent aidés d'architectes cloud pour mettre en place le socle technologique qui permet à tout ça de tourner, d'être exécuté. Donc ça, c'est l'option vraiment DIY, donc des profils très techniques. À nouveau, ces profils-là, investir dans ces profils, ça veut dire qu'après, on les a à portée de main pour faire d'autres cas. Donc c'est vraiment un choix j'ai une vraie roadmap devant moi. Et l'autre option, qui est l'option d'aller utiliser des solutions, des plateformes de RPA avec de l'IA dedans, là, on va être plutôt sur des profils, alors qu'on peut à nouveau qualifier un peu de Gen AI développeurs, si on veut, mais ça va être des gens qui vont être capables d'utiliser ces solutions en mode low-code. Donc finalement, d'avoir la maîtrise de quelles sont les actions qui sont possibles dans les différentes fonctionnalités de la solution, comment je les enchaîne dans mon flux. Et donc là, en fait, on est sur l'application qu'on voyait tout à l'heure, en fait, voilà. La succession des et donc là, on est vraiment dans une approche où il y a très très peu de code. Donc on est finalement un peu sur une extension du rôle du business analyst. Et finalement, en fait, on peut considérer que le business analyst peut aller jusqu'à développer la solution qui va répondre aux besoins. Voir certains modèles où le business analyst va jusqu'au développement. Oui, avec quand même une petite expérience à avoir sur savoir interpréter pourquoi l'IA répond ça à ce moment-là et comment fine-tuner le prompt pour que ça ne se reproduise pas, éviter les hallucinations. Enfin, voilà, tout ça demande effectivement une sorte de formation ou d'appréhension, en tout cas, si cette personne-là, ce business analyst développeur, il savait utiliser une technologie de RPA, il faut rajouter à ses compétences le fait de comprendre comment l'IA générative ça marche, quelles en sont les limites, les problèmes qu'il peut y avoir, où est-ce que ses capacités s'arrêtent, et donc pouvoir du coup savoir au mieux répondre aux besoins. Ok, merci. Quelle est la démarche type de ce type de projet? Par quoi commence-t-on et quelle en est l'envergure? En fait, on est sur des démarches qui sont assez classiques, sur des démarches d'optimisation de processus. C'est ce qu'on disait sur la dernière slide avant la conclusion de Guilhem. On est sur des démarches très classiques qui est de d'abord trouver des cas d'usage, quelques cas d'usage pour pouvoir prouver la valeur de cette technologie-là. Une fois qu'on a pu prouver la valeur, ensuite là on peut faire une étude pour scanner un peu tous les processus, ou en tout cas cibler un certain nombre de processus à aller analyser pour voir quel est le vrai levier d'optimisation. Donc là, on est sur des démarches de manière toujours assez classique. Regardons, cartographions tous les processus qu'il peut y avoir dans la fonction qu'on veut analyser. Ciblons les quelques processus qui sont les plus gros pain points de ce service-là. Et allons voir sur le terrain
vraiment avec les collaborateurs comment le processus il est réalisé. Une fois qu'on fait cette analyse sur un certain nombre de processus, on peut réaliser le business case de cette étude et voir quel est l'enjeu à aller ou non sur cette technologie. Est-ce que je vais mettre une personne dessus ou directement est-ce que je mets une équipe de 3, 4, 5 personnes en fonction de l'enjeu à réaliser. En combien de temps mes coûts vont être amortis par les gains qui vont générer? Exactement. En parallèle de cette étude-là, on peut avoir une étude plus technologique, de dire quel est le choix technologique que je réalise. Donc là, ça fait de nouveau écho à ce qu'on a pu présenter auparavant, ce que Guilhem vient de rappeler. Donc quel est le choix technologique? Une fois qu'on est on va dire qu'on a lancé la démarche, là on est vraiment en mode industriel à dire j'ai ma liste de cas d'usage, je les développe les uns après les autres et éventuellement je fais évoluer ma roadmap s'il y a un nouveau cas d'usage qui apparaît, qui peut être critique, etc. Donc la méthode agile se prête plutôt pas mal à ce genre de développement. Complètement. Ouais, très très bien. Avec les interactions utilisateurs en cours de développement complètement. Et à nouveau, le but c'est que une automatisation, elle soit assez confinée dans le temps. Je veux dire, si ça prend plus que quelques sprints, c'est qu'on n'est pas sur les bons sujets. Ou on s'y prend mal. Oui, aussi. Et un point qui est aussi intéressant, c'est que on parlait dans la démarche donc, du diagnostic, de la phase de diagnostic initiale, donc comment j'identifie les bons processus, comment je me rends compte des différentes étapes. Et en fait, il faut se rendre compte qu'il y a aussi des manières automatisées de faire ce diagnostic. Quentin, tu parlais de process mining, c'en est une méthode. Alors le process mining, quand même, c'est limité au fait que ça va pouvoir auditer ce qui se passe dans le système transactionnel. Donc on ne voit que les tâches qui se répercutent dans des objets saisis dans les systèmes. Mais par contre, là, petit à petit, on voit apparaître des solutions d'IA où en fait, on peut enregistrer ce qu'on est en train de faire à l'écran et montrer ça à une IA qui va ensuite décortiquer le travail du collaborateur et vous dire « Ah bah voilà les tâches qui sont en train de se passer ». Donc en fait, l'IA est encore, en ce moment même, en train de glisser vers la phase de diagnostic aussi et de pouvoir vous dire, voilà les tâches que le collaborateur réalise et progressivement, peut-être, va faire son propre assessment de qu'est-ce que l'IA, moi, je sais faire et je ne sais pas faire dans tout ce que je viens de voir. C'est un peu l'image des robots qui fabriquent des robots. C'est les robots qui fabriquent des robots. Ouais, c'est un peu flippant. Et qui diagnostiquent la performance des robots fabriqués. C'est exactement ça. Quelles sont les limites des solutions de RPA aujourd'hui? Et ont-elles annoncé des évolutions? Alors elles en sont, je pense pour le moment, au début de ce qu'elles peuvent commencer à réaliser. On va dire que la majorité des solutions, au moins des grandes solutions sur le marché, type Automation Anywhere ou UiPath, elles en sont à intégrer certaines briques d'IA au sein de leur processus vraiment avec des tâches déterministes. Donc concrètement, on en est à avoir notre processus, pouvoir intégrer une petite brique où j'envoie un prompt à OpenAI, je reçois sa réponse et je l'intègre dans mon processus qui, lui, est bien standardisé, bien déterministe. Donc on en est là pour le moment sur les principales technologies RPA. J'ai vu récemment, en début septembre, que UiPath se lance aussi sur l'IA. Alors non pas pour développer pour intégrer de l'IA dans la phase de développement, pardon, mais également dans l'aide aux développeurs à réaliser sa structure. Donc il est là une aide aux développeurs pour réaliser. Une aide à la configuration. Exactement. Donc je n'ai pas pu encore la tester parce qu'elle est vraiment toute récente, mais en tout cas, voilà, ils essayent de se mettre sur un peu les différentes briques, de dire là je pourrais intégrer de l'IA, là je pourrais intégrer de l'IA, là je pourrais intégrer de l'IA. Pour le moment, on va dire la principale fonctionnalité, c'est vraiment d'intégrer une brique d'IA au sein d'un processus bien déterministe. Mais cette approche que les éditeurs RPA ont eu jusque-là, c'est vraiment cette approche un peu low-code. En tout cas, il y a un certain nombre de briques sur étagère qui ont des fonctions standards que je vais pouvoir utiliser et configurer avec quelques paramètres, qui du coup la rend éligible à des profils comme des business analysts, des personnes qui ne sont pas des développeurs, qui ne savent pas coder. Et c'est intéressant de voir que même Microsoft a pas mal suivi cette voie-là aussi. Et même très récemment, il y a 2 jours, Microsoft vient d'annoncer la Copilot Agents, qui est vraiment ce concept-là, leur solution de low-code pour aller développer des agents qui vont vous aider dans vos tâches du quotidien. Donc on voit qu'il y a quand même, à nouveau pour revenir sur le point, un écosystème très très riche qui évolue très rapidement, qu'il faut savoir suivre, évidemment, mais aussi ne pas avoir peur non plus de faire un choix aujourd'hui qui sera peut-être remis en question dans un an quand les technologies auront évolué. Quelles sont les limites, et ça sera la dernière question, quelles sont les limites des LLM et de l'IA en général, notamment en ce qui concerne l'exactitude des réponses? Oui, je vois la question, effectivement. Les LLM, je pense qu'on fait référence ici au concept d'hallucination.
Les hallucinations, c'est ce biais que peut avoir un LLM, donc un Large Language Model, hein, c'est un modèle d'IA génératif qui est sur le texte. L'hallucination, c'est le modèle qui commence à inventer une réponse qui n'existe pas du tout. C'est quelque chose qu'on a peut-être tous expérimenté, hein. Vous parlez à ChatGPT, vous lui demandez de vous dire quel est le vainqueur de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Il n'est pas connecté à Internet, il est capable de vous inventer une réponse qui n'est pas du tout la bonne. Et il le fait avec un aplomb certain. Donc ça, c'est le concept d'hallucination. Donc effectivement, quand on porte ce concept-là à un processus du monde de l'entreprise où on aimerait bien que la sortie soit très qualitative et sans erreur, on voit tout de suite qu'il peut y avoir un problème. Parce que si le modèle au milieu, il commence à inventer des lignes de commande, je vais avoir un problème. S'il commence à inventer des produits, j'ai aussi un problème. Donc, il y a quand même des parades à ce problème-là. Il y a plusieurs parades. Il y a déjà la parade du prompt. Le prompt, c'est l'instruction qu'on va donner au modèle. C'est la tâche qu'on va lui envoyer. Et il y a des manières de prompter. Hein, c'est maintenant tout un métier, d'ailleurs, qui s'appelle le prompt engineering. Il y a des manières de prompter qui permettent de donner des instructions précises au modèle pour limiter le nombre d'hallucinations. Hein, on lui dit, attention, il faut que tu respectes tel cadre, il faut que tu vérifies ta réponse, etc. Donc ça, c'est des techniques, mine de rien. En fait, c'est comme si vous demandiez à un collaborateur, à un stagiaire, de faire les choses et vous dire, attention, hein, il ne faut pas se tromper. Donc ça marche, mais jusqu'à un certain degré. Ça marche quand même assez bien, c'est-à-dire qu'on a des taux de précision, par exemple, sur le processus de prise de commande, on est largement au-delà des 99%. C'est-à-dire que des lignes qui soient complètement inventées, ça n'arrive pas, en fait. Ce qui arrive parfois, en revanche, c'est le modèle qui vous dit « je ne sais pas répondre ». Et donc, en fait, on préfère prompter un modèle pour qu'il ne réponde pas plutôt qu'il invente une réponse. Ouais. Donc ça, c'est important à garder en tête. C'est rendre la main sans faire risquer de la non-qualité. Voilà. Et c'est aussi du coup, écho au concept vraiment du copilote, ou en tout cas du collaborateur augmenté, c'est que le modèle ne saura pas tout faire. Parfois, il va laisser une case vide, et on va attendre de la personne qui est derrière l'écran d'aller compléter l'information. Donc ça, c'est une des techniques de prompting, en tout cas, qui existent pour limiter les hallucinations. Après, il y a d'autres techniques aussi qui se prêtent à des cas un peu plus précis. On parle notamment du concept de LLM as a judge. Donc le concept est assez intéressant, hein, parce qu'on va en fait demander au LLM, à l'IA, de faire une tâche, récupérer le résultat, et ensuite envoyer ce résultat à une deuxième fois à un autre LLM pour lui dire, bon, ton copain, il a fait ça, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es d'accord ou pas avec la réponse? D'où le concept du as a judge. Et donc en fait, si la deuxième IA, elle est d'accord, on peut considérer avec un bon niveau de certitude que la tâche est correctement réalisée. Si elle n'est pas d'accord, on va soulever une exception et à nouveau passer la balle à la personne qui est derrière l'écran. Donc voilà, pour dire qu'il y a des techniques qui existent, malgré tout, il faut quand même garder en tête que l'hallucination est possible. Il faut donc mesurer ce niveau d'accuracy, de performance dans les processus qu'on met en place. Et on ne va pas mettre la barre au même niveau et le même niveau d'automatisation selon si on a un processus qui est dit critique pour l'entreprise versus un processus moins critique. Et il y a eu des exemples comme ça de LLM qui ont été déployés pour faire du customer service, mais cette fois-ci client-facing, où derrière l'écran, c'est vous, le client, et où l'IA commençait à inventer des conditions générales de vente et à vous raconter que oui, il n'y a pas de problème, on peut être remboursé 365 jours après l'achat, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc on voit tout de suite qu'il peut y avoir quand même des limitations assez fortes. Alors, fort heureusement, dans les phases de cadrage de ce type d'application, on va arbitrer sur le niveau d'accuracy en face du niveau de criticité du processus. Très clair. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode numéro 6, dédié à la Soft Process Automation. Il me reste à vous remercier, Quentin, Guilhem, à remercier tous les auditeurs, à espérer que ça vous a décrypté un peu cette thématique, que vous vous êtes projeté un petit peu dedans. Merci pour vos questions. Et je vous donne rendez-vous à l'épisode suivant, l'épisode numéro 7, qui est dédié à comment produire plus ou plus vite sans investissement additionnel, ou comment la donnée peut changer un peu la donne sur ce sujet-là. C'est passionnant, vous verrez. Merci à tous et bonne journée. À bientôt. Bonne journée.